Téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour, merci pour votre fidélité et attention que vous ne cessez d'accorder à cette émission Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. En ce jour, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'Est, cette situation qui fait couler encre et salive. La RDC s'est dit rejetée, victime d'un complot de la communauté internationale, de nos voisins. Le samedi, une frange de la population a manifesté dans les rues de Kinshasa. Hier, lundi, c'était le cas. Ils sont allés faire un sit-in devant le siège de la MONUSCO, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de la France. Ils sont allés jusqu'à l'hôtel Memling parce qu'ils se disent que l'hôtel Memling appartient à la Belgique. Donc tout cela, c'était une façon de faire entendre leur voix, bien que nous avons déploré tous ces dérapages qu'il y a eu. Il y a eu 2 véhicules de la MONUSCO qui a été brûlé. Il y a eu un bureau de Canal Plus qui a été saccagé, bien que certains se disent que Canal Plus n'a pas permis à ce que le message de génocide qui se passe à l'est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, soit relayé le jour de la rencontre de la demi-finale entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Les Congolais, pensent que ce manque de diffusion de ces images était une complicité de Canal Plus vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur, après tout cela, a pris des décisions interdisant les motards de franchir, de circuler dans la ville, en ville, à Kinshasa. Ici, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. 3 à 5 à 6 personnes ne peuvent pas rester dans un groupe, dans un coin en ville en train de parler. On vous suspecte déjà on vous met dans la liste de ces personnes qui sont en train de semer ce trouble. Mais aussi, nous allons parler de la nomination de l'informateur qui est autre que le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. C'est lui qui devra dénicher la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Il a 30 jours renouvelables une fois. Sur ce plateau, Monsieur Dani Chamala, analyste politique. C'est avec lui que nous allons essayer d'évoquer toutes ces questions, tous ces sujets que nous venons de vous lire présentement. Monsieur Dani Chamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous vous portez? Non, on se porte très bien. La République démocratique du Congo s'est dit victime de cette guerre qui a duré plus de 2 décennies. Tout le monde s'attendait que le jour de la demi-finale, on devait quand même voir ces images circuler dans nos télévisions, mais dommage que Canal Plus nous a privés de lire tout ce que les Congolais avaient prévu pour faire voir à la face du monde. Oui, messieurs les journalistes, je crois que sur cette question, je ne mâcherai pas le mot. Je vous dirais que Canal Plus, c'est une société française et que parmi les pays qui sont pointés comme étant des pays qui alimentent ou qui soutiennent la République du Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo, figure la France. Et la Côte d'Ivoire, c'est une colonie française. Donc, je ne vois pas une CAN organisée en Côte d'Ivoire, filmée ou diffusée par une société française qui soutient le Rwanda totalement et à 100%, puisse accepter de diffuser les images qui dénoncent les actes de barbarie perpétrés sur le sol congolais par le Rwanda. C'est à juste titre que la population congolaise puisse dire effectivement que non, voilà, la société Canal Plus n'a pas pu diffuser ces images-là. Et je dis aussi que c'est de bon droit qu'ils agissent de cette façon-là parce qu'ils ont montré effectivement à la face du monde qu'ils sont du côté du Rwanda, ils ne sont pas du côté de la République démocratique du Congo. Ce que nous devons faire, nous devons nous battre pour voir comment nous débarrasser de tous ces traîtres de la République démocratique du Congo qui ne permettent pas à ce que notre pays puisse décoller. Hier, nous avons vu, c'est vrai, samedi, nous avions vu le samedi, les manifestants qui sont allés jusqu'à l'ambassade des États-Unis, 2 véhicules de la MONUSCO que nous avons vus sur la toile brûlée. Mais hier aussi, à l'hôtel Memling, il y a eu le drapeau de l'Union européenne qui a été enlevé et celle de la Belgique.
Est-ce que c'est une meilleure façon pour nous, Congolais, de faire entendre notre voix? Monsieur le journaliste, ce que je peux vous dire, c'est que en République démocratique du Congo, nous sommes dans un état de droit où la liberté d'expression et la liberté de manifestation sont garanties par la Constitution. Je suis en train de dire ici que nous ne pouvons pas empêcher une population d'exprimer ses sentiments ou d'exprimer son opinion. Donc, ce n'est pas propre aux Congolais quand il y a des problèmes, quand on veut faire entendre sa voix, de manifester. Les manifestations se préparent ou se font dans tout le pays du monde. Vous avez dit toujours que, vous avez cité la manifestation qui a été organisée ici à Kinshasa par la population. Je vous informe, ou soit je vous rappelle qu'en Belgique, il y a eu aussi la marche. Oui, oui. En France, même, il y a eu aussi des marches. Le week-end dernier, c'était au Canada. Au Canada, donc c'est pour dire que la population congolaise a quand même compris que nous devons aussi faire partout le moyen pour faire entendre notre voix, même si cette communauté internationale fait semblant d'entendre. Mais du moins, nous devons continuer toujours à dénoncer, nous devons continuer à poser des actes qui prouvent à suffisance que nous sommes maintenant au courant de tout ce qui se passe. Ce que je suis en train de déplorer, c'est peut-être quelques dérapages qu'il y a eu hier par le fait de toucher à peut-être quelques bureaux, je crois, et puis tout ça. Mais par rapport à ce qui s'est passé, le drapeau de l'Union européenne, le drapeau de la Belgique, je crois que dans tout le pays sérieux, lorsqu'il y a des manifestations, moi j'ai déjà vu, lorsque les Palestiniens manifestent contre Israël, ils brûlent les drapeaux. Lorsque il y a eu des manifestations aux États-Unis contre la Russie. J'ai vu, on a brûlé des drapeaux. Lorsqu'il y a eu des manifestations à Londres contre cette agression, contre la guerre que la Russie est en train de faire à l'Ukraine, j'ai vu, on a brûlé les drapeaux. Donc, au fait, ce n'est pas propre aux Congolais lorsqu'on s'attaque, ou soit lorsqu'on touche au drapeau, lorsqu'on demande à ce qu'on puisse descendre le drapeau. Les drapeaux ont été touchés tout simplement pour les faire descendre de là où ils étaient, une façon pour eux de manifester leur mécontentement à l'endroit de ces États-là. Je crois qu'ils n'ont pas brûlé les drapeaux et puis ils n'ont pas saccagé les ambassades comme nous avons vu ça par exemple en Guinée, on avait saccagé l'ambassade française. Donc ce n'est pas que les Congolais sont des fous ou bien ils agissent comme ça sous instigation, non. Ils sont en train de manifester un mécontentement par rapport au comportement de la communauté internationale. C'est de cette façon qu'ils doivent aussi faire entendre leur voix. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont fait des sittings devant ces ambassades. Ils ont déposé des mémos et tout ça, tout ça. Ils constatent que ces ambassades ne font absolument rien. Au contraire, ils font des déclarations tapageuses qui amènent même la population, qui poussent la population à se soulever. Donc, vous comprenez. Et je suis en train aussi de saluer le professionnalisme de notre police qui a fait un travail de titan, qui au fait on ne déplore pas des blessés, des morts et tout ça, mais la manifestation a été dispersée. Et aussi j'encourage le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi qui a compris aussi que non, voilà, lors de ces manifestations-là, il y a aussi des brebis galaises qui peuvent venir tout simplement pour envenimer la situation, alors que ceux qui manifestent pacifiquement, ils ont un message à faire passer, ils doivent aller auprès des ambassades, ils doivent aller auprès des sociétés de ces États-là pour faire entendre leur voix. Et je crois qu'il y a eu même des réunions déjà de haut niveau, à un certain niveau, pour demander à ce que nous puissions ouvrir l'œil, parce qu'en République démocratique du Congo, la population qu'on croyait peut-être distraite par la musique comme on a toujours dit. On a toujours l'habitude de l'alcool et tout ça. Cette population-là a pris maintenant conscience de leur sort. Donc, je demande à ce que la communauté internationale ne puisse pas négliger le vent qui est en train de souffler aujourd'hui. Parce que dans d'autres pays, ça a commencé comme ça. Le printemps arabe est parti comme ça, avec le mouvement de la Guinée, Mali et tout ça. Et nous savons comment cela est arrivé. Avec la bipolarisation du monde actuellement, donc la communauté internationale, précisément l'Union européenne, la France, les États-Unis aussi, ils doivent quand même prendre cette affaire au sérieux, demander au Rwanda d'arrêter avec les exactions en République démocratique du Congo pour que le feu ne puisse pas s'allumer sur le continent et surtout sur la région des Grands Lacs. Parlons toujours de cette situation.
les joueurs se sont levés, ils se sont dit qu'ils devaient faire entendre leur voix. Nous avons tous vu ces gestes-là que les léopards ont posés, qui s'est répandu aujourd'hui. On nous tue et vous ne dites rien. Il y a un joueur congolais évoluant au Rwanda qui a été sanctionné, c'est Héritier Luvumbu. Son club dit qu'il est libre de tout contrat parce que, selon eux, en suivant un journaliste rwandais qui faisait le débrief de cette rencontre, Luvumbu est devenu politicien que joueur et le club a été imposé à libérer Luvumbu. Vous ne pensez pas que, à la lueur où vont les choses, ces relations entre la République démocratique du Congo, je ne parle pas encore des relations diplomatiques, c'est-à-dire entre les Congolais et les Rwandais, sont en train de se détériorer? Tout simplement, ce que je peux dire, c'est que voilà la différence entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous, de par notre dénomination, nous parlons de la démocratie. En démocratie, nous avons la liberté d'expression, la liberté de manifestation, et tout ça garanti même par notre constitution. Mais au Rwanda, c'est la pensée unique qui règne là-bas. Donc, vous n'avez pas le droit de manifester votre mécontentement lorsque vos propres frères et sœurs sont tués. Vous devez manifester et vous devez montrer. Et pourquoi le Rwanda s'agite lorsque ces gestes-là sont manifestés? Parce que le Rwanda continue à nier que non, voilà, nous n'intervenons pas en République démocratique du Congo, c'est des problèmes entre des Congolais. Maintenant, les gestes là, est-ce qu'on a écrit le Rwanda? Quand ça choque le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda se reproche de quelque chose. Et Luvumbu, je l'encourage, c'est un héros vivant pour la République démocratique du Congo, qui a pris conscience de dire que non, bon, je suis venu jouer. Au fait, un politicien, c'est qui? Un politicien, c'est qui? C'est un ressortissant aussi d'un État. Un politicien, c'est qui? C'est un ambassadeur d'un État. Un politicien, c'est qui? C'est parmi la population là que nous trouvons des politiciens et des joueurs et tout ça. Est-ce qu'il est interdit à un joueur de faire la politique? Jouer au football, c'est quoi? Ce n'est pas que celui qui joue au football ne peut pas faire la politique, parce que je prendrai l'exemple de la Libéria. Et Libéria a été dirigée par un joueur, donc un footballeur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est normal. Un joueur a sa famille ici en République démocratique du Congo. Il voit que ses frères et sœurs sont tués. Il doit dire que non, moi comme je suis joueur. D'ailleurs, il profite de cette casquette-là pour faire passer son message, parce que tout le monde est en train de suivre le match. Il dit, pendant que moi je suis en train de jouer, pendant que je suis en train de marquer le but, vous criez. Mais moi qui joue là, il y a mes frères et sœurs qui sont tués. Mais vous ne dites rien par rapport à ça. Vous comprenez? Il donne le message. Et le message est très bien passé. Et c'est comme ça que je suis en train de dire que c'est un héros. Même si le Rwanda a posé des actes dans ce sens-là, ça ce sont des actes de la dictature, de l'absence de la démocratie que le Rwanda a posé. Parce que ces gestes-là se font aux États-Unis, au Canada, en France et partout ailleurs. La France n'a pas expulsé les Congolais qui ont manifesté de cette façon-là. Le Canada n'a pas expulsé. Expulser Luvumbu, c'est pour dire tout simplement que, d'ailleurs, même annuler ces contrats-là par rapport à ces gestes-là, je crois que si au Rwanda il y a la justice, on peut saisir la justice pour que Luvumbu puisse être payé, qu'il soit payé jusqu'à la fin de ce contrat, parce que et ce n'est pas ce geste-là n'est pas interdit dans le contrat qui le lie avec ce club-là. Donc c'est un contrat qui est résilié de manière abusive plutôt. Et la justice, au Rwanda il y a la justice, je crois que le club sera condamné pour qu'il soit payé ou indemnisé parce qu'il a subi d'énormes préjudices par rapport à son amour qu'il a envers son pays. Parlons de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous allons à l'est. Apparemment, Goma devient de plus en plus encerclé. Sake, Chacha, Moïso. Cette situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante. Le vice-premier ministre en charge de la défense s'y est rendu. Mais nous continuons à entendre des tueries. Nous avons tous déploré la présence de l'EAC qui était passive plutôt cette présence-là. Aujourd'hui, c'est la SADC. Mais on ne sent toujours pas cet apport de la SADC. Et à ce jour, l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa nous propose de nous envoyer 2900 soldats. Nous avons eu ce contingent de l'EAC, pas d'accalmie. La SADC vient, pas d'accalmie.
Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui nous propose de nous envoyer des militaires pour éradiquer cette guerre qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudra-t-il que nous continuions à héberger des troupes étrangères chez nous pour chercher à terminer cette guerre, ou il faudra que nous puissions nous réorganiser en interne et trouver le vrai nœud du problème en interne pour en finir une fois pour toutes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question que vous posez concernant l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette organisation interne que certaines personnes pensent, pendant que vous voulez vous organiser, vous êtes agressé. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, tout en vous organisant, mais continuer aussi à vous battre. C'est de cette façon-là que nous sommes en train de chercher des voies et moyens comment sortir de cette insécurité. Je veux vous dire que depuis que la République démocratique du Congo est devenue indépendante, nous avons connu des guerres. Et si vous regardez toutes ces guerres-là, nous avons toujours fait appel aux troupes étrangères. Et cela n'est pas propre pour nous apporter main forte. Cela n'est pas propre aux Congolais. La Russie, qui est la grande puissance militaire mondiale, au moment où la Russie est allée en Ukraine pour faire ses opérations, ce qui a été taxé des opérations spéciales par la Russie a fait appel aux troupes de la Tchétchénie. La Russie a fait appel aux troupes de Wagner, vous vous rappellerez. Alors tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aucun État dans le monde ne peut commencer une guerre seul et la terminer. Les États-Unis, pour aller en Irak, il a fait des alliances avec la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et tout, beaucoup de pays pour attaquer l'Irak, alors que les États-Unis sont la première puissance mondiale militaire. Et j'ai parlé aussi de la Russie. Lorsqu'ils sont allés pour attaquer la Libye, vous avez vu que l'OTAN a été mise en contribution, les États-Unis frappaient, la France, l'OTAN frappait, donc la guerre c'est comme ça. Pour la République démocratique du Congo, lorsqu'on fait appel aux mercenaires, on fait appel aux troupes de la SADC et tout ça et autres, c'est tout simplement pour respecter le jeu de la guerre. Et donc ce n'est pas que nous sommes les premiers à le faire et que nous serons aussi les derniers. On fera toujours appel parce que, vous vous rappellerez, nous ici, République démocratique du Congo, nous avons envoyé des troupes en Angola. Lorsqu'il y avait la guerre de Savimbi et Eduardo Santos, nous avons envoyé des troupes au Tchad. Lorsque Kadhafi voulait envahir le Tchad, nous avons envoyé des troupes récemment ici en Centrafrique pour calmer la situation là-bas. Pendant qu'on avait envoyé ces troupes-là, à l'Est, on avait toujours de l'insécurité. Donc c'est pour vous dire que ce sont des pratiques qui existent entre États. Ce n'est pas un état de faiblesse, un aveu d'échec, mais c'est comme ça que les choses se passent. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Nous devons comprendre que l'insécurité qui est créée à l'Est de la République démocratique du Congo, cette insécurité-là a plusieurs raisons. Les plusieurs raisons, c'est que la raison d'abord la plus majeure, c'est la recherche des minéraux. Il y a un Congolais qui me disait balobakara sous-sol riche yango zolu que la biso makamu mais biso mo peut mona na biso ba mengo te kasi ba pesa bango ka yango. En fait c'était une façon pour lui de dire qu'il est fatigué d'entendre qu'il y a des morts là-bas et les morts là on justifie ça par le fait que nos ressources sont enviées par l'extérieur. Ce que je peux dire aujourd'hui, lorsque vous dites que Goma et tout ça, malgré la présence de ces troupes et tout ça, mais Goma est menacé par tout ça. Ce que je peux dire, c'est quoi? Je veux vous dire que l'agresseur se prépare à l'agression, à agresser. Mais celui qui est agressé ne sait pas qu'il sera agressé. Mais ça prend plus du temps. Il prend maintenant, il est en train maintenant de se défendre contre l'agression. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toutes les grandes sociétés, toutes les multinationales qui sont derrière cette guerre-là, ils sont en train de recruter dans des pays voisins des militaires pour envoyer à l'est de la République démocratique du Congo, pour continuer à nous maintenir dans cette insécurité. Et comme ça, ils profitent les espaces occupés pour exploiter par force nos minéraux. Quand ils constatent maintenant que
le président de la République a pris une position telle qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, les soi-disant rebelles du M23, parce que c'est le Rwanda et ce n'est pas le M23. On constate la réorganisation de l'armée congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la diversion dans tout ça pour pousser le président de la République à négocier avec le M23. Et dans ces négociations, vous savez comment ces négociations terminent. Donc, ça finit toujours par dire que non, voilà, nous devons occuper l'Est, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et vous allez prendre les éléments du M23, les éléments rwandais, vous le prenez, vous les injectez dans votre armée. C'est comme ça que nous avons eu ici en République du Congo, le brassage et mixage. C'est comme ça que nous avons eu dans notre armée ce que nous appelons aujourd'hui des traîtres. En réalité, ce sont des généraux rwandais, des officiers rwandais qui sont dans notre armée et qui transmettent les informations auprès du Rwanda jour et nuit pour empêcher à ce que tout ce qui est planifié par notre armée puisse tenir. C'est comme ça que moi je suis en train de voir ça d'une autre façon, et tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo maintenant, les menaces sur Goma et autres, je suis en train de demander aux gens de ne pas céder à la panique ni à l'intoxication, parce que l'armée de la République démocratique du Congo est à pied d'œuvre, ils sont là jour et nuit en train de se battre, parce que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi Goma n'a jamais tombé? Parce qu'ils sont forts plus que l'armée congolaise. Et je suis en train de voir même des gens qui sont en train de véhiculer des messages. Et l'ONU aussi est en train de parler des missiles solaires. C'est la même ONU qui avait parlé ici que le M23 avait des armes beaucoup plus sophistiquées que même la MONUSCO. Mais lorsque les Ouazalènes ont commencé à frapper ceux qui avaient des armes beaucoup plus sophistiquées, qu'est-ce qu'on a dit? Non, il faut arrêter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors à l'heure actuelle, quelle position doit prendre la République démocratique du Congo? C'est-à-dire les dirigeants. C'est vrai que le VPM le VPM de la défense est allé s'enquérir de la situation, mais aujourd'hui ça craint. Ça craint quand déjà la population doit se soulever au niveau de Kinshasa. Donc ça prouve à suffisance que du fond de tous les Congolais, ça commence à déranger. Bien que dans le discours du VPM de l'intérieur d'hier, il y a une phrase que moi je n'ai pas appréciée quand il nous dit que la guerre c'est à l'Est. Non, la guerre c'est en République démocratique du Congo. L'Est fait partie de la République démocratique du Congo. Donc quand les Congolais se disent qu'ils trouvent qu'à Kinshasa ils doivent marcher, ils doivent revendiquer la calmie dans l'Est de la République, c'est parce qu'une partie de notre pays est touchée. Alors à l'heure actuelle, quelle doit être la position de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de cette guerre? Surtout que le président de la République ne veut pas négocier avec le rebelle. Oui, par rapport à la position que la République démocratique du Congo doit prendre vis-à-vis du Rwanda, ce que je peux dire, c'est seulement que nous devons maintenir notre position de ne pas négocier avec les rebelles du M23 parce que ce sont des pseudo-rebelles, ce sont des Rwandais qui sont venus sur notre sol tout simplement pour piller les richesses et puis s'enrichir et construire chez eux. Il n'y a pas de problème. Nous allons mettre fin à toutes ces histoires-là, toutes ces aventures-là. En dehors du maintien de notre position, nous devons essayer de revoir dans notre armée pour arriver à dénicher tous les traîtres, et puis heureusement avec la levée du moratoire sur la peine de mort, je crois qu'il y aura quand même des avancées par rapport à ça. Maintenir notre position, lever le moratoire sur la peine de mort et instaurer une discipline exceptionnelle, parce que nous sommes dans un cas exceptionnel, instaurer une discipline exceptionnelle au sein de l'armée et surtout à ce qui concerne les militaires qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et en dehors de ça, nous devons aussi mobiliser notre population parce que c'est cette population qui peut nous donner des informations vraies et exactes par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Demandez à tout Congolais, épris de l'esprit de l'unité de la République démocratique du Congo, d'être vigilant et de donner et de dénoncer. Parce que je vais vous dire que les rebelles ne sont pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont même ici à Kinshasa. Parce que parmi les gens qui vivent ici à Kinshasa, il y a ceux qui sont des mèches avec la rébellion. Dans toutes nos réunions que vous voyez ici, dans tout ce qui se passe, et je vous dis que dans presque tous les domaines, il y a toujours des gens qui sont des mèches avec les rebelles. Parce qu'il suffit tout simplement qu'une bombe ou une balle tombe sur le sol congolais, et il y a même des chaînes de télévision et de radio
qui vont amplifier la situation. Mais lorsque l'armée de la République démocratique du Congo récupère, contre-attaque, récupère des territoires occupés et tout ça, là, il y a silence radio. Il y a silence radio. Personne ne commente ça, personne ne parle de ça. Et tout ce qu'on est en train de nous dire, nous, c'est seulement la faiblesse de notre armée. Alors que cette armée-là, pendant autant d'années, est en train de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que s'il y avait absence de cette armée, pourquoi ces gens-là n'ont pas pris Goma jusqu'à ce jour? Vous savez, les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, par rapport à Goma, ça ne demande même pas 5 minutes pour arriver à Goma. Pour arriver au Rwanda, ça ne demande pas. Pourquoi ils n'ont pas pris? Mais c'est parce qu'il y a une armée qui se bat jour et nuit. Et le discours que vous êtes en train d'entendre de gauche à droite, c'est aussi pour décourager l'armée, démobiliser l'armée, parce que certains militaires qui sont là-bas, ils ont leur famille ici. Et quand les familles auront des messages que non, là-bas, voilà, il y a ceci, on a renforcé, on a fait ceci, donc ils vont appeler leurs frères, leurs sœurs qui sont là-bas pour les décourager d'aller combattre l'ennemi. Donc ce sont des campagnes d'intoxication et de démobilisation pour empêcher notre armée de faire son travail. Nous devons tous nous mobiliser. J'encourage ceux qui ont marché, j'encourage ceux qui ont le souci de faire passer le message. Nous devons prendre une même position et je crois cette fois-ci la population congolaise n'est pas divisée à ce qui concerne cette question-là. Nous sommes tous ensemble contre notre agresseur que nous connaissons tous qui est le Rwanda. Mais sur le plan diplomatique aussi, je crois que le travail est en train d'être fait. Le président de la République a promis à la moindre escarmouche, mais les gens se posent des questions. Oui, c'est par rapport à cette déclaration-là qu'il y a toutes ces provocations que nous sommes en train de vivre pour pousser la République démocratique du Congo à commettre une faute et que cela soit interprété autrement sur le plan international. La République démocratique du Congo, sa position actuelle donne la chance à tous les processus engagés dans la sous-région pour aboutir à trouver une solution pacifique et définitive à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement actuel, le pouvoir actuel ne veut pas trouver une solution intermédiaire, une solution qui va encore créer des problèmes plus tard. Parce que, vous vous rappellerez, lorsqu'on a commencé avec le RCD, il y a eu le CNDP, il y a eu le M23 et tout ça. Mais toutes ces solutions proposées à l'époque, oh non, voilà, c'est pour la paix, non, voilà, c'est pour la paix, alors que c'était une infiltration organisée pour fragiliser notre armée et continuer à piller comme on est en train de vivre ça aujourd'hui. Une dernière question par rapport à cette thématique. Donc, à l'heure actuelle, pour M. Dani Tchamala, l'option de la guerre n'est pas la bienvenue. Je suis en train de dire que cette option-là n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la République démocratique du Congo a 9 voisins. Nous avons 9 frontières à sécuriser. Et tous nos voisins que nous avons là ne sont pas tous avec nous. Ça, nous ne devons pas nous voiler la face. Aujourd'hui, déclarer la guerre contre un État aujourd'hui, nous allons embraser toute la sous-région. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a les tensions entre... À l'heure actuelle, la République démocratique du Congo, les gens meurent. Il y a des tensions... Nous devons craindre cela. Oui, je suis en train de dire, aujourd'hui, il y a les tensions entre le Rwanda et le Burundi. Oui. Vous comprenez? Il y a les tensions entre le Rwanda et le Burundi. N'oubliez pas encore qu'il y a des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda. Toutes ces tensions-là, toutes ces tensions-là sont un peu négligées ou minimisées parce que la République démocratique du Congo est en train de se battre. C'est la République démocratique du Congo qui a fait sortir sa tête pour dénoncer ouvertement que le Rwanda est en train de nous agresser et que l'insécurité créée dans la sous-région, c'est le Rwanda qui est l'auteur. Maintenant, lorsqu'on va déclarer la guerre contre le Rwanda, sachez que c'est une guerre qui va embraser toute la sous-région et nous ne saurons pas maîtriser la situation actuellement. Il y aura plus de morts, il y aura plus de dégâts et la guerre va prendre beaucoup de temps parce que nous savons quand est-ce que ça commence et quand est-ce que on ne sait pas quand est-ce que ça prend fin. Maintenant, comme il y a des processus en cours, nous ne voulons pas à ce qu'on puisse reprocher la République démocratique du Congo d'avoir violé
les accords signés en Angola, à Luanda, et ainsi que le processus de Nairobi. Nous avons donné, nous donnons encore, et nous continuons à donner encore la chance à tout ce processus, à tous ces accords-là. Et si on trouve que cela ne marche pas, je crois que l'option de la guerre sera levée et la République démocratique du Congo, comme je continue à le dire, c'est un léopard qui dort. Il ne faut pas le réveiller, parce qu'en le réveillant, il constate que devant lui, il y a quelqu'un alors qu'il est affamé. Je crois que les dégâts seront incommensurables. Les dégâts seront très graves. Nous allons prendre notre deuxième thématique, la nomination de l'informateur. Entre tous, toute surprise, c'est M. Augustin Kabouya qui est nommé informateur. Certaines personnes pensent que c'est un bon choix, d'autant plus que l'UDPS a plus de députés. L'informateur devait sortir de l'UDPS. D'autres analystes pensent que c'est une façon de le mettre au frigo pour ne pas chercher à courir derrière le poste de Premier ministre, parce que d'office il est informateur, on ne pourra pas le nommer Premier ministre. Il y a beaucoup de langues qui se délient. Certaines personnes disent que oui, c'est un bon choix, mais il doit rester dans la peau de l'informateur. Il ne doit pas rester ce Kabouya-là qu'on connaît du tic au tac, surtout que c'est une lourde responsabilité qu'on lui a donnée, celle de dénicher la majorité parlementaire. Déjà, vous, en tant qu'analyste politique, à la nomination d'Augustin Kabouya, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que c'est avec vous, et comme je l'ai dit toujours, que vous êtes parmi les journalistes qui se sont battus chaque jour pour parler des élections en République démocratique du Congo. Vous avez parlé des élections tous les jours, et chaque émission, vous vous posez toujours des questions par rapport aux élections en République démocratique du Congo. Et je crois que vous vous rappellerez aussi, je vous avais dit une fois ici sur votre chaîne de plateau, que non, voilà, l'opposition ne prépare pas les élections. L'opposition prépare la contestation. Mais par la sagesse et aussi l'intelligence du pouvoir, je crois qu'ils ont eu à faire échec à toutes les combines qui se préparaient de gauche à droite pour que la République démocratique du Congo soit embrasée par rapport à ces élections ici. Et aujourd'hui, tout le monde est parti aux élections, les résultats sont là, en toute logique, parce que nous devons faire la part des choses ici. En toute logique, il y a des partis politiques qui ont participé à ces élections. Et en participant aux élections, le parti politique qui a fait plus de députés, c'est le parti UDPS. Ici, nous devons comprendre que l'UDPS n'est pas le parti qui a présenté le candidat président de la République aux élections de 2023. Parce que le président de la République se présentait comme étant un candidat indépendant. Et maintenant, lorsqu'il faut nommer logiquement et politiquement nommer un informateur, vous allez le nommer où? Vous le nommez, vous le pointez dans le parti qui a plus de députés. Parce que déjà, en nommant Augustin Kabouya comme informateur, déjà, derrière lui, il y a une soixantaine de députés. Vous comprenez? Il y a déjà une soixantaine de députés. Lorsqu'il doit consulter maintenant pour dégager la majorité, il a besoin de combien? Il a besoin de 250 députés plus 1. Comme il a déjà une soixantaine, mettons 70 députés, il lui reste que 81 députés pour que la majorité se dessine. Vous comprenez? Vous n'allez pas prendre un informateur dans un parti politique qui n'a qu'un seul député. Parce qu'il faut maintenant qu'il puisse réunir 250 députés. Donc, logiquement, et sur le plan politique, les choses se font de cette façon-là. La nomination d'Augustin Kabouya ne m'a pas surpris, parce que j'avais déjà dit, même dans d'autres émissions, que sous d'autres cieux, c'est Augustin Kabouya qui est le Premier ministre dans le gouvernement du deuxième mandat ici, parce qu'il est du parti qui a plus de députés. Et maintenant, lorsqu'il faut présenter les candidats, Augustin Kabouya est le secrétaire général de l'UDPS. Étant secrétaire général de l'UDPS, qui va proposer un candidat? C'est Augustin Kabouya. Et en proposant maintenant, qui va occuper politiquement un poste important dans le parti l'UDPS alors que Augustin Kabouya est là comme secrétaire général?
C'est le secrétaire général qui doit être là. Et c'est lui qui peut penser que non. Donc c'est une nomination stratégique. C'est une nomination stratégique et logique aussi. Et celui qui pense que comme il a été nommé comme informateur, c'est une façon de l'écarter, il ne sera pas nommé Premier ministre, celui-là se trompe. Je prends l'exemple de Mbuta Gizenga en 2006. Oui. Il a été nommé comme informateur, Antoine Gizenga. Il a commencé à être nommé comme informateur et pour finir, il était nommé Premier ministre. Vous comprenez un peu? Donc, il n'est pas interdit aujourd'hui que non, Augustin Kabouya nommé informateur, qu'il soit nommé aussi Premier ministre. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre. Lorsque le président Tshisekedi arrive en 2018 au pouvoir, qui a été nommé comme informateur? C'est le vieux Mondo Simba qui a été nommé. Non, pas Mondo Simba. Le Premier ministre, c'était qui? C'était Ilunga. Il a fini par être nommé Premier ministre. Vous comprenez? Ce n'est pas interdit de dire que non lorsqu'on vous nomme informateur. L'informateur, un informateur, c'est qui? C'est quelqu'un à qui on donne un mandat pour une durée déterminée. Lorsqu'il termine, il donne le rapport au président de la République. Le président maintenant constate, oui, effectivement, voilà, il a réuni la majorité. Et maintenant, il désigne au sein de la majorité un candidat qui sera nommé Premier ministre. Et si maintenant il doit nommer, c'est le parti qui a plus de députés, dans ce parti-là qu'on va désigner le Premier ministre. Et si la confiance du chef repose sur Augustin Kabouya, qui va lui empêcher de le nommer comme Premier ministre? Parce que logiquement, c'est l'UDPS qui sera à la primature. Logiquement, c'est l'UDPS qui sera à la primature, mais je voulais qu'on aborde ce sujet parce que l'informateur est nommé. Normalement, il y aura formation de gouvernement. Après formation de gouvernement, il y a des mandataires de portefeuilles qui viendront, des entreprises publiques. Il y a une situation qui prévaut au Katanga sur le 84 agents de la CGT qui ont été mis à l'écart sans être notifiés, sans dire quoi que c'est, leur dire un mot. Certaines opinions pensent que c'est parmi les chefs les responsables, le chef d'antenne de la province du Haut-Katanga, c'est parmi les personnes qui rendent la tâche difficile aux chefs, qui ont même demandé à ce que les nouvelles mises en place qui viendront, que les chefs essayent un peu de tenir compte de personnes qui doivent être nommées. Que pouvez-vous dire de cette situation? 84 pères de famille mis à l'écart parce que le chef d'antenne s'est dit qu'il avait 84 autres personnes qu'il connaissait mieux qui pouvaient remplacer. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir posé cette question. Je crois que c'est la deuxième fois, toujours au cours de votre émission, que je parle de ces sujets. La situation qui prévaut au Katanga par rapport à l'agence congolaise de grands travaux, c'est une situation très dangereuse. Très dangereuse, pourquoi? Parce que imaginez que c'est pendant la période de la campagne électorale que le président de la République était en train de faire les tournées, la ronde de la République démocratique du Congo pour solliciter le suffrage, qu'un DG de la CGT se donne le luxe de prendre des décisions pendant cette période-là, où même son ministre était aussi candidat député. Tout le monde était tourné vers la campagne électorale pour faire élire le chef de l'État. Ce monsieur, le DG de la CGT, en date du 5 décembre, va prendre des décisions pour mettre dehors, mettre à l'écart, donc licencier 84 agents de la CGT pour avoir fait dans la province du Katanga, sans motif, aucun reproche que cet AG, ce DG a fait à ces gens-là. Il n'y a aucune raison valable, il n'y a aucun acte que le DG reproche à ces agents-là. Je vous dis que c'est grâce au gouverneur de cette province que la tension a été calmée, Jean Kaboula, que la tension a été calmée pendant que le président de la République était de ce côté-là.
les agents étaient soulevés et ils étaient déterminés à en découdre pendant que le président de la République était au Katanga. La sagesse de ce gouverneur que je salue a fait que ce feu-là soit d'abord atténué momentanément pendant que le président de la République était dans cette province-là en train de battre sa campagne. Et qu'est-ce qui se raconte là-bas? Que non, voilà, Kinshasa a pris les politiciens de Kinshasa qui ont envoyé maintenant leurs enfants et leurs frères, leurs beaux-frères pour aller remplacer les fils du terroir. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est vrai, 84 agents licenciés, mais qui n'ont pas été notifiés. De nouvelles personnes sont venues, 84 autres sont venus. Ils fonctionnent comment? Parce que quand quelqu'un est viré, s'il n'y a pas une cause valable, d'office, on doit quand même le payer. Est-ce qu'ils ont quand même perçu quelque chose? Ça se passe comment? Ce qui a envenimé la situation, parce que pour le moment les tensions sont là, qu'il faut maîtriser, c'est que lorsque le gouverneur a essayé de maîtriser la situation, il a écrit au DG pour lui dire que non. Comme nous sommes pendant une période, je crois la lettre du gouverneur date du 27 décembre, 22 jours après la décision du DG de mettre ces gens-là dehors. Le gouverneur lui a écrit pour lui dire que non, monsieur le DG, vu les tensions qui sévissent en province, je vous suggère de surseoir à l'exécution de ces décisions-là. Parce que vous avez pris ces décisions pendant une mauvaise période. Et il a calmé la situation. Et la sagesse voudrait que le DG retire d'abord ces décisions-là. Parce que ça crée confusion. L'équipe de 84 est sur place, sur base. Les 84 qui ont été mis à côté, ils sont sur place, en train de travailler. Les 84 désignés par le nouveau DG sont sur place, en train de travailler. Maintenant, le salaire vient uniquement pour les 84 que le DG a nommé. Et ça s'est fait comment chez eux là-bas? Comment il est en train de justifier ça? Parce que ça, c'est ce qui s'est dit dans toutes les officines. Que non, les agents qui étaient là, c'était les agents désignés par l'ancien DG. Et comme lui est venu, il est venu aussi avec son équipe. Mais quand vous venez avec votre équipe... Est-ce que la désignation se fait au nom du DG ou au nom de l'entreprise? Non, c'est au nom de l'entreprise. C'est au nom de l'entreprise. Et aussi, on a dit que les gens qui doivent être désignés, ce sont les fils de ces provinces-là, de ce coin-là. Donc, les enfants ou les gens qui résident dans cette province-là. C'est eux qui doivent faire le travail. Vous ne pouvez pas prendre des gens à Kinshasa ou prendre des gens dans les Bas-Congo envoyer là-bas. Dans chaque province, là où il y a les postes de péage, ça se passe comme ça. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit que non, voilà, comme le DG là est venu, il n'a pas le contrôle de cette équipe-là, il doit nommer son équipe à lui. Mais quand vous nommez votre équipe, si ce sont vos beaux-frères, vos belles-sœurs et tout ça, quand vous nommez votre équipe, qu'est-ce que vous devez faire avec l'équipe qui était là? Soit vous négociez avec eux, vous dites que non, voilà, la société vous remercie, voilà votre enveloppe est là, moi j'ai amené mes gens, et ce sont ces gens-là qui doivent travailler. Soit vous dites que non, voilà, comme vous avez pris trop de temps sur ce tronçon, nous vous déplaçons pour aller à tel autre tronçon, toujours dans la province, ou soit vous le déplacez pour une autre province, parce que ces gens-là ont déjà de l'expérience d'abord du travail. Vous ne pouvez pas amener des gens qui doivent apprendre à travailler pour le remplacer avec l'expérience. Non. Maintenant, lui a envoyé ces gens-là, ils sont arrivés là, ils travaillent, toutes les deux équipes travaillent, mais c'est une équipe qui est payée, et l'autre n'est pas payé. Au moment où nous sommes en train de parler ici, il y a trop de problèmes là-bas, il y a des agitations et tout ça. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, on ne sait pas ce qui est arrivé hier. Pour le moment, il faut vérifier encore l'information parce que les agents sont fâchés. Pourquoi ils travaillent et qu'ils ne touchent rien? Et même si ils ont été licenciés, c'était pour quel motif? Ils n'ont jamais été notifiés. Et est-ce qu'on leur a payé leur décompte final? Même s'il n'y a pas de décompte final à payer à ces gens-là. Mais il faut négocier avec eux. Vous ne pouvez pas venir vous imposer que non, comme moi je suis DG. Non. Être DG veut dire quoi?
c'est un mandat que vous avez pour un petit moment et puis vous allez partir. Mais vous ne devez pas commencer à faire des choses, faire des contre-campagnes contre le président de la République. Vous pensez que 84 familles que vous mettez sur la rue, ces gens-là seront d'accord avec vous, avec votre politique, alors que l'emploi est protégé par la Constitution de la République démocratique du Congo et le président de la République est en train de lutter contre le chômage. Ces gens-là qui travaillent, si vous le mettez maintenant sur la rue, ils seront des chômeurs ou ils seront des travailleurs. Et aussi, ce n'est pas de cette façon-là de licencier des gens dans les entreprises publiques. C'est ce qui détruit le pays, c'est ce qui détruit l'administration. Vous voyez dans tous les ministères que vous voyez ici, une fois que quelqu'un est nommé secrétaire général, il va amener tout son village. Il amène tout son village. Il amène tout son village. Tous ces gens que vous voyez, on est en train de nous parler de nouvelles unités et tout ça. La logique, c'est que Ekomi tourne à Bissau. Ekomi tourne à Bissau. Donc, si vous trouvez que dans un ministère, celui qui est là, il est Mukongo, vous allez constater les nouvelles unités là seront tous des Bakongo seront là-bas. Si c'est un Kassaya, vous verrez que toutes les nouvelles unités, ce seront des Kassaya. Alors, donc, il s'amène avec tout son village et tout ça. C'est ça même ce qu'on amène aussi au niveau des entreprises publiques. Ces DG là, lorsqu'ils arrivent, ils doivent amener tous ses voisins, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, les deuxièmes, tout ça, ils amènent là-bas pour commencer maintenant à surcharger l'entreprise. Parce que maintenant, il y a deux équipes. 84 plus 84, ça fait 164. S'il faut payer tous ces gens-là, vous savez combien l'État va débourser dans tout ça? Une dernière question, parce que nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Que faire pour pallier à ce genre de situation? Ce qu'il faut faire dans ce genre de choses, il faut faire un bon choix lorsqu'il faut nommer des DG. Lorsqu'il faut nommer des mandataires, lorsqu'il faut nommer des ministres, lorsqu'il faut nommer, il faut faire un bon choix. Il faut nommer des gens qui ont le souci de servir le pays. Pas nommer des gens qui ont le souci de s'enrichir. Pas nommer des gens qui ont le souci de faire quoi? Les gens qui ont l'habitude, qui ont le souci de se faire connaître ou de se faire voir ou de rendre service à leur famille. Des gens qui n'ont pas besoin de s'auto-satisfaire, mais les gens qui ont besoin de faire des choses pour l'intérêt général. Ce qu'il faut faire dans cette affaire ici, je demande tout simplement à ce DG de retirer ces décisions-là qui créent confusion dans cette province-là. Parce que la province du Grand Katanga, vous savez, c'est une province qui a déjà des problèmes. C'est une province où il y a des problèmes et il faut gérer d'une manière très claire et très apaisée les tensions qui se vissent dans le Katanga. Alors, si vous amenez avec des choses comme ça, et le message qui passe là-bas, vous savez, dans notre pays... C'est depuis le mois de décembre, donc décembre, voilà. janvier... Et cette histoire ici, ça tombe maintenant entre les mains des opposants et tout ça, ils vont envenimer la situation, on ne va pas gérer le feu qui va s'allumer de l'autre côté. Alors, ce DG, s'il travaille pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, s'il est en train de contribuer au récit du mandat du président de la République, il doit carrément retirer ces décisions-là, parce que ce sont des décisions prises pendant une période suspecte. Et il n'a pas respecté ces agents-là, parce qu'il n'a jamais notifié à ces gens-là que non, voilà, vous êtes mis dehors, ou vous êtes mis à l'écart, ou vous êtes retraité, ou quoi que ce soit. Donc, il doit respecter ces agents-là, pour éviter à ce que le feu puisse s'allumer de ce côté-là. Donc, il doit faire ce genre de choses. Sinon, il y a risque que les gens puissent croire qu'il est en train de battre campagne contre le président de la République. Voilà, je pense que c'est sur ce mot de M. Dani Chamala que nous allons mettre un point final. S'il y a un mot à dire, je dirais, à chaque fois que vous êtes nommé dans un poste de prise de décision, on vous donne une fonction en République démocratique du Congo, il faut penser à cette population. Vous ne travaillez pas pour vous et pour vos familles, mais vous travaillez pour la nation. Et la nation, c'est votre famille, toutes ces personnes qui vous entourent et ces Congolais que vous ne connaissez pas. Mettre 84 personnes en dehors de l'entreprise, sans un rond, sans être notifié, on dira que c'est de la mauvaise foi. Et c'était à quelle période? À la période de la campagne. À cette période-là, les grandes décisions n'étaient pas prises parce que tout le monde était sur terrain pour battre soit sa propre campagne, soit la campagne du chef de l'État. Et vivre de telles situations, je me dis que les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Donc il est grand temps que les grandes décisions soient prises. Si sur le plan de la province, les décisions ne sont pas prises, même sur le plan national, les décisions peuvent venir parce que c'est
Congolais qui sont mis en dehors de l'entreprise ont quand même droit à la vie et ils ont quand même besoin des explications pour savoir pourquoi ils sont mis à côté. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Il y a Torres Atibou, il y a Junior Santos. À la régie finale, il y a Galor Mouya, on a l'habitude de l'appeler Coco Mouya, et Don Benjamin Makolo. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Au revoir.